La sensation de l'époque, elle se joue elle doit se jouer dans les premières séquences. Et il y a je me posais cette question sur la grande séquence de début du Sac de printemps. Il y a d'abord un long plan séquence dans la coulisse qui va ensuite dans le public. Il y a combien de coupes dans ce plan séquence-là? Il y a une coupe en fait. Juste sur le rideau. Voilà. Il y a une coupe parce qu'on a tourné dans deux décors différents. C'est-à-dire que tourner au Théâtre des Champs-Élysées, c'est la salle et époque, elle a été refaite devant ces époques. J'ai eu d'ailleurs pu la voir vraiment époque parce que, hélas pour eux, mais ça a été une synchronicité pour moi. Les arbres qui ont été plantés à l'époque, qui avaient donc quasiment 100 ans, sont morts et ont été coupés un mois avant. Et donc j'ai retrouvé les photos d'époque sans les arbres. Mais bref, pour revenir à ce plan-là, donc en fait, le Théâtre des Champs-Élysées, ce qui est bien, c'est que la salle est époque, mais les coulisses ne le sont pas du tout, c'est des coulisses modernes. Donc nous avons reconstruit la scène et les coulisses en studio, et jusqu'au rideau, en fait, et avec la fosse d'orchestre, pour tourner certains plans du Sacre. Mais on a construit le décor pour faire ce plan séquence, c'est-à-dire partir du personnage d'Igor Stravinsky qui est seul dans sa loge, qui arrive sur la scène, on passe à travers les rideaux, on rentre dans la salle là, donc là on rentre dans le Théâtre des Champs-Élysées. Et puis on va jusqu'à Coco en fait, puisque c'est l'endroit de la rencontre, et puis on retourne, enfin voilà. Donc ce plan, en fait c'était le plan de la rencontre. Et ensuite, pendant la séquence du Sacre en elle-même, montrer à la fois que tout est dans le même espace, que tout le monde réagit à la même chose, mais qu'en même temps qu'il y a des espèces de cloisons impossibles entre le regard que porte spectateur, le public sur ce qui se passe sur la scène, les gens sur la scène, les musiciens, tous ces regards différents qui font qu'on est dedans, dehors. Pour moi, ça a été la scène en fait la plus compliquée à faire. Et parce que en fait, si vous faites une grosse scène de bataille, parce que vous avez 1000 personnes dans une salle de théâtre qui ont pas mis le feu, mais enfin qui ont vraiment. On a les témoignages d'époque. Nijinsky était obligé de donner la cadence avec un bâton en russe très fort dans les loges. Il était à côté des danseuses et les danseuses n'entendaient pas les 80 musiciens de l'orchestre, hein, parce que les gens criaient. Mais enfin, ceci dit, c'était vraiment quand même un peu la révolution. Donc, vous avez une scène de bataille, vous avez des gens qui veulent que la pièce continue, donc il y a Guilef qui vont essayer de trouver des moyens, il y a un soutien, donc il y a une sorte de lutte quand même. Et en même temps, dans une scène de bataille, là, vous êtes tenu par respecter la chorégraphie, puisqu'elle a. Donc, ça, vous faites faire de l'archéologie pour la retrouver, parce qu'il n'y a pas eu de partition. La musique aussi, vous ne pouvez pas la toucher, la musique c'est Stravinsky. Et vous rendez hommage à Nijinsky, Stravinsky au ballet russe, donc vous devez choisir les morceaux. Donc, à partir de là, vous avez la dramaturgie générale de la scène, mais vous devez savoir quand le premier violon va jouer, ce que fait la personne qui danse, pour savoir qu'à ce moment-là, vous allez faire ce plan, mais ce plan, vous allez le faire en studio. Puis le contre-champ qui est juste derrière, vous allez le faire au Théâtre des Champs-Élysées. C'était vraiment complexe à faire. Après cette espèce déchaînement cinétique, disons, au bout de 20 minutes, il reste 1h30 de film, et le film va être tout à fait autre chose. C'était compliqué au montage en fait. J'ai beaucoup coupé le rapport entre 1913 et 1920 pour retrouver d'ailleurs de l'énergie, puisque quand on arrive à la fin du Sacre, on a une boucle d'images d'archives sur la guerre et on rentre dans une fête en 1920. Donc il y a quand même une sorte, ça fait des paliers. Normalement, il y avait d'autres scènes de prévues qui sont, je pense, certaines en bonus, où on comprenait mieux, on voyait la famille de Stravinsky qui était à Paris dans leur appartement, qui avait des problèmes, on comprenait mieux l'exil et tout. Mais en termes de rythme, ça ne marchait pas du tout. Puis c'était pas si important que ça de le comprendre, puisqu'on le comprenait finalement. Stravinsky, il vit le Sacre du Printemps, enfin il reçoit le Sacre du Printemps dans son inspiration. Mais sa vie, elle est beaucoup plus posée, elle est beaucoup moins intense, et quand il va rencontrer Coco, quelque part, c'est à travers d'ailleurs la rencontre dans le Sacre, c'est lui va le vivre dans sa chair, l'intensité de sa musique, dans cette pension tumultueuse. Et pour moi, c'est des poupées russes de ballet, si tu veux, à la fin, quand il s'effondre, le ballet qu'il y a dans la maison entre les deux, c'est le Sacre du Printemps, où on ramène ça de plus en plus juste à la vie de l'individu, dans sa vie. Donc d'un peu du monde symbolique à le vivre simplement. Et à la fin, j'avais envie que quand il rejoue le Sacre, ils comprennent ça, et donc qu'ils rejouent le Sacre en revoyant le film. Et c'est pour ça que j'avais fait beaucoup de plans, j'en ai utilisé quelques-uns autrement, où les personnages regardent la caméra. Absolument, beaucoup de regards caméra dans le Voilà. film. Et donc ça, ces virgules au départ étaient posées pour faire revivre le Sacre à travers les moments c'est comme si le Sacre, en fait, c'était ce qu'il avait vécu entre la première représentation et le fait de le rejouer, et intégrer
à travers ça, intégrer sa musique et aussi son histoire d'amour. Enfin, voilà, ce travail-là. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus onirique, en fait. Et en fait, j'arrivais pas à l'émotion où j'avais envie d'aller, qui me paraissait naturelle. Et donc, j'ai gardé l'idée, mais je l'ai complètement réalisé autrement, en fait. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as, peut-être maintenant, où tu as pensé que le film risquait d'être déséquilibré en la faveur du personnage de Stravinsky par rapport au personnage de Coco Chanel? Pour empêcher ça, parce que je savais que j'allais utiliser Sacre du Printemps, j'ai fait en sorte, on a vraiment décidé, voilà, en même temps c'était le scénario qui était comme ça, c'était très bien, mais de vraiment poser l'attention de la décoration de Coco dans sa maison. Parce que la maison va être le décor principal, et donc visuellement, Coco devait être présente dans le décor. La maison, le jardin également. Voilà, elle a décoré sa maison, elle a cette chose. Ça veut dire que du coup, quand on voyait Catherine Stravinsky dans la chambre que lui a donnée Coco, mais qui est une chambre vraiment faite par Coco, avec du noir et blanc, on sent que le personnage est oppressé par la présence de l'autre personnage. D'ailleurs, elle va mettre même des tissus à elle de couleurs par-dessus pour essayer de regagner de l'espace. Et donc, pour le spectateur, quand Igor Stravinsky est seul dans la maison, entouré des objets, du look, du style, de la patte de Coco, il est avec elle, pour le spectateur aussi. Et comme ça équilibre le rapport à la musique d'un côté. D'un côté, il y a une extension visuelle, de l'autre sonore. Comme ces deux systèmes cognitifs dans le cinéma, c'était aussi intéressant de les jouer comme ça. Tu dis au revoir au film un petit peu pour un petit moment là maintenant? Oui. Donc non, mais ce que j'aime bien, c'est ça, c'est l'idée que les films restent et vivent un peu comme les bouquins, qu'un jour quelqu'un en trouve un comme ça, tu vois, où il passe à la télé et tu te rends compte. J'ai trouvé la télé quand même un truc intéressant. Je raconte cette dernière chose. Il est passé 99 est passé sur Arte. Mais d'un coup de découvrir un film, alors que vous en avez fait un autre qui a 2 ans, 3 ans, même plus, et d'un coup un soir il y a 1 million de personnes qui le voient dans le voyage des films. Ça, c'est des choses qui sont agréables. Mais j'aime bien ces moments-là. Tu as fini le film, mais le film vit sa vie, quoi. Les gens après, il est plus à soi.